Bonjour Eric, Bonjour madame, comment ça va? très bien, Ah super, je suis contente qu'on puisse discuter tout de suite. plaisir partagé. Est-ce qu'on peut commencer par une présentation? Eric, c'est qui? Eric, c'est le nom même c'est Mongazi, le nom c'est Eric. D'accord. Je suis juriste, expert judiciaire en technologie de l'information et de la communication. Je suis en service au ministère du numérique et de la digitalisation et plus précisément au niveau des marchés publics Au Bénin. au Bénin. Excellent. Et au ministère, depuis combien de temps? Dans ce ministère-là, depuis combien de temps? Ça me fait 23 ans. Waouh, Donc, depuis 2003, ça fait une longue et belle carrière bien sûr. au niveau du ministère. C'est Comment bien. ça a commencé? Bon, disons que ça a commencé par un stage de préinsertion dans la fonction publique que j'ai bénéficié par le truchement du Fonds national de solidarité pour l'emploi. C'est une institution qui positionne les jeunes pour faire leur première expérience dans l'administration publique. Donc, c'est à ce titre que j'ai été envoyé au niveau du ministère de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication, MCTIC, Super. de l'époque. Donc, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et comment ça s'est passé? Ça a été fluide? Voilà, le stage, c'était vraiment impeccable. Ça m'a permis vraiment de découvrir les b.a.-ba de l'administration parce que le stage était rémunéré. Donc, j'avais au moins un minimum de 50 000 francs le mois. Et du coup, on ne sent même pas la différence entre les stagiaires et les agents même de la fonction publique parce que tous ont contribué sans arrière-pensée aux différents travaux qu'il y avait au niveau de la structure. Et ce stage, un an après? Bon, le stage, ça dure juste un an. D'accord. Donc, après un an, vous êtes prié de partir si, entre-temps, la structure ne vous avait pas sollicité ou elle ne vous a pas demandé de continuer avec eux. Moi, en ce qui me concerne, pendant que je faisais le stage, les gens m'appréciaient déjà, rien que par ma tempérance et mon ardeur au travail. Parce que quand il y a travail chez moi, c'est qu'il n'y a pas à faire. Hein. Je ne pense plus à autre chose. C'est comment faire et bien faire pour satisfaire ma hiérarchie. C'est ça ma devise. Et donc après cette année, le stage il est fini? Bon, le stage est terminé. Donc, comme je le disais, le directeur de la structure où j'ai servi a jugé utile quand même que je continue avec eux et m'avait donné une promesse ferme d'œuvrer pour que je bénéficie d'un contrat de travail en bonne et due forme. Okay. Donc, ce que j'ai accepté et j'ai continué avec la structure. Bon, j'ai attendu que le contrat soit signé puisque nous sommes dans l'administration. On m'a fait savoir qu'il y avait une décision qui a demandé de surseoir au recrutement, le temps de faire le point de ceux qui étaient là et dont la situation n'était pas claire. Donc, c'est ça qui va faire que, bon, je n'ai pas insisté. D'accord. Donc, j'ai continué toujours comme si de rien n'était à travailler avec eux. Donc, l'audit a été fait et le gouvernement en son temps avait demandé qu'on puisse payer au moins un an, qu'on paye un an à ceux qui étaient dans la situation que moi là, et puis de leur signer le contrat. Donc pour continuer. Dans mon cas, je pense que j'étais là, mais
Ils ont signé aux gens sans que moi je ne sache. Et c'est quand chaque année, il y a quelque chose à prendre, je vais, mais je n'ai jamais mon nom dans la liste. Et les gens prenaient de l'argent, c'était plein d'années. Mais moi, je n'avais rien. J'étais là. Donc, je comprends. Pendant ce temps, le stage, il est fini. Tu continues à travailler. J'ai continué à travailler. Mais là, tu ne reçois plus d'argent. Et ça a continué pendant combien de temps? Pendant 4 années. Non. Tu as travaillé 4 ans sans recevoir de l'argent. Sans recevoir de l'argent. Et comment tu tenais? Bon, puisque j'avais toujours espoir que la situation allait se décanter d'une manière ou d'une autre, on allait trouver une issue à la situation. Et tout le monde savait que j'ai travaillé et que on devait régulariser la situation quand même. Donc, entre-temps, j'ai une famille et j'ai une fille à l'époque que je devais quand même nourrir. Donc, j'ai cherché d'autres cordes dans mon arc, plusieurs cordes, je vais même dire, parce que j'ai fait beaucoup d'autres boulots, au point où je n'ai même plus de sommeil. Donc, 4 ans sans recevoir de salaire et tu continues à aller au boulot. Comment tu t'en sors? Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, j'étais obligé de m'adonner à d'autres activités, parallèlement au travail du ministère, le temps qu'on trouve une solution. Donc, je travaillais dans un journal au niveau de la cellule informatique où on monte les articles du journal, où j'avais au moins 40 000 francs le mois. Indépendamment de ça aussi, j'avais travaillé ça c'est dans la journée, hein, quand on sort à l'heure de pause. Donc, je travaillais encore avec une structure de microfinance où j'étais chargé de prêts d'encadrement. Donc, je cumulais ces activités, au moins, ça me permettait d'avoir un minimum de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc, je veux comprendre. Le matin, tu vas au ministère, tu travailles. À la pause, tu vas travailler dans l'institution de microfinance. Tu reviens, tu fais le reste de ta journée. À la descente, tu vas aux médias pour travailler. Soir, comme c'est un travail de nuit, je descends, on finit à 18h30. Donc, le journal commence à partir de 19h pour finir à 1h. Et qu'est-ce que tu fais que tu restes dans cette situation pendant aussi longtemps? Qu'est-ce qui maintient l'espoir? Qu'est-ce qui te garde assidûment tous les jours à continuer à vivre ça? Parce que c'est pas simple. On te promet des choses, ça ne vient pas. Tu as une petite famille. Qu'est-ce qui te maintient? Quelle est cette force qui te garde? Voilà. Ma première démarche, c'était de rencontrer l'autorité ministérielle. J'ai demandé une audience pour rencontrer le ministre et lui poser mon problème. Donc le ministre, en son temps, il a pris acte, il m'a dit qu'il va donner les instructions appropriées pour que la situation soit réglée. Il m'avait donné l'espoir aussi. C'est le cas avec que je suis resté. Donc j'étais sûr quand même qu'on allait trouver une issue, que je pourrais bénéficier même de rappels de tout ce que j'ai juste là fait comme travail. Donc, indépendamment de ça, comme après la rencontre, je n'ai pas eu de signe. Donc, j'ai dû aller encore à un niveau supérieur parce que je savais que le ministère était un ministère délégué auprès du président de la République. Donc, il y avait une personne au-delà de la personne du ministre. Donc, puisque je voyais qu'il y avait un peu de choses là, d'injustice à mon niveau, parce que les autres ont bénéficié quand même du contrat, pourquoi pas moi? Et j'ai été plus docile chaque fois. Donc, ce qui a fait que je me suis dit qu'il fallait aller demander l'intervention aussi de la présidence pour qu'il puisse intervenir auprès de mon ministère pour que vraiment je puisse avoir gain de cause. Ce que j'ai fait, le jour où j'ai fait ma demande, la lettre de chose, j'allais en chemin quand le moteur a coupé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais même pas le moindre rond sur moi. Je ne pouvais même pas amener chez le mécanicien. Mais je me suis dit intérieurement que si Dieu existe, tu vas redémarrer. Et l'instant après, j'ai démarré, ça a pris. Et Dieu a redémarré. Je me suis dit, je ne dois pas abandonner. Donc, je suis allé déposer ma demande et quelques jours après,
j'ai eu une réponse du secrétaire à la présidence qui m'a répondu pour dire qu'ils ont accusé récitation de ma lettre et qu'ils ont transféré le dossier au niveau de mon ministère pour qu'ils puissent réétudier ça. Donc j'étais un peu confiant quand j'ai eu ça. Donc j'étais là et j'attendais toujours. Et entre-temps, le gouvernement avait pris une décision de reverser les catégories d'agents comme moi là dans la fonction publique. Quand j'ai appris, je me suis rapproché de la directrice en charge des ressources humaines. Je lui ai dit, j'ai appris telle chose. Elle a dit, oui, c'est vrai, je te cherchais même. J'ai dit, waouh, je suis là. Donc, c'est là, elle me dit, va prêter ton dossier, amène-le-moi et on va gérer. Donc, dans la décision, c'était dit qu'il fallait, ça prendra effet, la décision prendra effet le 1er janvier. Et je crois à cette date, c'est à cette date-là, j'avais encore, à la date-là, mon papa était hospitalisé. On l'a référé dans une structure, il était agonisant. Et le 6 janvier, il est décédé. Oh. Donc, c'est dans la foulée que j'ai pris fonction. Et quand j'ai pris fonction, il faut vous dire que dans l'administration aussi, c'est pas le jour où vous prenez, le mois où vous prenez service que vous avez le salaire. Bien sûr. J'ai dû faire encore près de 2 ans avant d'avoir le premier salaire. C'est comme ça chez nous. Wow. Près de 2 ans. Et on fait rappel. Quand le premier jour où vous touchez votre salaire, vous faites ça avec rappel en même temps. Rappel de combien de temps tu as pu avoir? Des 2 ans au moins? C'est près de 24 mois. Hein. Voilà, donc les 2 ans. Donc c'était un peu consistant. Ça m'a permis en même temps de régler les dettes, de loyer et envers certains fournisseurs ou bien certains prestataires. Et le reste, je me suis dit, je vais au moins me faire souvenir. Donc j'ai acquis un domaine que j'ai bâti ma maison là-dessus. Donc c'est là que je suis jusqu'à maintenant. Comme quoi la persévérance et la patience. Ouais, ça paye. La persévérance et la patience. Ça paye. Mais c'est aussi quelque part que tu voulais vraiment être dans l'administration. Si je ne l'ai pas dit, c'est parce que au départ, je me suis dit, compte tenu de mon profil, c'est la structure idéale auquel je pourrais vraiment, c'est-à-dire, je pourrais mettre mes compétences et qualités au développement de la structure là. Donc, je tenais mon cursus à rester là parce que je me sentais plus utile là, au niveau de cette structure. Donc, ça m'a motivé et à aucun moment, je n'ai perdu espoir. Wow. Et au finish, Dieu aidant, la situation a pu se normaliser. Et jusqu'aujourd'hui, je continue encore de bénéficier vraiment je dirais, de l'attention de mes autorités avec qui j'ai affaire. Peut-être quand il y a une mission, les gens en sont même jaloux. C'est vrai, je n'ai pas la chance d'être promu, nommé à de grands postes. Mais quand il y a intervention, il y a des travaux à faire à de grands niveaux. Beaucoup, on m'envoie. Donc je n'ai rien à regretter avec celui qui est nommé même DG. Parce que ce que je bénéficie, ça dépend même des fois ce que le ministre qui est nommé gagne. Donc je ne m'en fais pas. Et je me suis dit, c'est peut-être le sort, bien le destin, Dieu même qui ne veut pas que je passe pas des promotions comme ça, mais que je puisse rester effacé. Donc ça, j'arrive à gérer quand même et je ne fais pas de problème. Est-ce que tu penses que là où tu es, tu arrives à avoir de l'impact et que ce que tu rêvais de contribuer à travers ton background de juriste, mais aussi d'informaticien, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces talents servent vraiment le Bénin et ont de l'impact dans ce que tu fais tous les jours? Ça, bien évidemment. C'est vrai, il y a un côté que je n'ai pas pu exploiter juste là. Je me suis dit peut-être que si je me suis mis sur ce côté, je serais plus en vue et plus épanoui.
Ça, c'est le côté technique. À savoir, parce que j'ai fait aussi un master en ingénierie pédagogique multimédia avant de faire. C'est le ministère même qui a œuvré pour ce renforcement de capacité au niveau pour avoir le master en expertise judiciaire. J'étais dans une direction juridique où nous recevons des dossiers d'une certaine qualité et certaines factures, donc il fallait renforcer notre capacité pour qu'on soit plus efficace. Donc c'est ça qui m'a permis de bénéficier de cette formation qui jusqu'à maintenant, c'est vrai, on ne l'a pas encore reconnu dans ma carrière comme ça, mais pour l'exercice pour pour capitaliser ça à des niveaux donnés, on me sollicite. Et je pense qu'avec le moment, si avant la fin de ma carrière, on finira par me reconnaître un jour. Voilà. Tu voulais rentrer au ministère, tu voulais rentrer dans ce ministère-là. Oui. Qu'est-ce que tu espères accomplir? Pas nécessairement en termes de carrière, mais quel impact tu aimerais laisser? Au départ, c'est la carrière technique qui m'avait préoccupé, parce que c'est dans ça que j'étais quand avant de me débrancher pour aller en droit. Mon objectif, c'était, parce que j'étais analyste programmeur, comme j'ai dit, j'ai voulu vraiment mettre des applications, créer des applications que le ministère pourrait exploiter et redéployer ça, répliquer ça dans d'autres ministères. Et j'ai aussi fait l'ingénierie pédagogique multimédia où j'ai acquis des potentialités bien avant. J'ai même devancé où je voulais déjà concevoir des dispositifs de formation e-learning au Bénin, mais j'ai été tout de suite ayant cherché à me décourager parce que c'est les obstacles que je rencontrais. Ou des gens, même des DG, quand vous les voyez, ils vous disent que cette technologie-là, notre pays ne peut pas adopter ça là, en ce moment-là. Moi, au cours même de mon cursus, c'est moi qui j'ai initié des projets pour profiter à mon pays. Mais vous savez que je suis allé vers la structure qui était à même de nous appuyer pour vraiment réaliser la mise en place de la plateforme, mais il ne nous a jamais donné les documents essentiels. Quel espoir tu portes pour le Bénin par rapport au développement des nouvelles technologies, par rapport au numérique et ou par rapport à l'IA? Dans ce que tu vois, comment tu aimerais que ces technologies-là se développent au niveau du Bénin? Merci, madame. Je pense que le Bénin, notre pays, a fait beaucoup de chemin dans le domaine du numérique. Et je crois que le monde entier nous le reconnaît. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défis, comme vous le dites, et principalement dans le domaine de l'IA. Nous avons fait aussi des pas dans ce sens-là, et qui a consisté déjà à mettre en place une stratégie, donc une stratégie nationale d'intelligence artificielle et de mégadonnées. Le chantier aujourd'hui, c'est comment vraiment vulgariser cette stratégie pour que les acteurs du secteur d'IA puissent s'en approprier et accompagner le processus de la mise en œuvre. Je crois que c'est sur ce chantier que nous travaillons et nous ne manquons pas aussi d'associer les organisations de la société civile. Voilà. Donc nous essayons aussi de les associer à notre cause pour que nous puissions vraiment atteindre les objectifs de la vision que cette stratégie s'est donnée, qui est de faire rayonner le Bénin à l'horizon 2027 par l'intelligence artificielle. Super. S'il y a aujourd'hui un jeune Béninois qui te regarde, qui t'écoute, qui vient d'entrer, ou qui est stagiaire, qui vient d'entrer dans la fonction publique et qui est peut-être découragé, qu'est-ce que tu aimerais lui dire au vu de ton parcours et qui a envie de contribuer en termes de nouvelles technologies, en termes d'IA ou juste à la construction du Bénin? Quel message tu aimerais lui laisser? Bon, comme message, c'est un message d'endurance
et de persévérance. Et se dire que rien n'est perdu tant qu'on est en train de poursuivre une cause noble et qu'on a des choses positives à offrir. Je crois qu'il faut lutter pour ça parce que c'est pas donné, hein. Des fois, vous avez de belles initiatives, mais on vous en empêche. On a vu des cas comme ça se passe dans tous les pays, dans beaucoup de pays. Vous voyez des talents, mais ils n'ont jamais pu parce que, vous voyez, peut-être l'innovation qu'ils veulent apporter, il y a des gens qui sont contre parce que ça va déranger leur intérêt. Ils ont des choses à gagner, mais ils pensent que le projet va peut-être bouleverser je sais pas, ce qu'ils gagnaient. Donc, c'est à ce niveau que le bas blesse. D'accord. Et ma dernière question. Eric est au service de quoi? Moi, je suis au service vraiment du numérique et de notre pays, du développement du pays de façon générale. Merci. C'est moi qui vous remercie.